pour l'invitation. Merci à vous, les étudiants, d'avoir eu le courage et la patience d'attendre un peu qu'on ait résolu tous ces problèmes techniques. Mais il n'y aurait pas de visio et de présentation PowerPoint sans problème technique, comme vous le savez. Donc, voilà. Alors, donc, comme on a enfin réussi à l'afficher, je vais vous parler, vous voyez le titre de ma communication, je vais vous parler des géographies imaginaires des historiens romains. Et je pars tout simplement de l'explicitation de ce que j'entends par géographie imaginaire, qui est quand même probablement la question que pose ce titre. Alors tout simplement, il y a différentes manières, comme vous savez, de faire de la géographie, différentes manières d'écrire des textes géographiques. Bon, je schématise et j'utilise un vocabulaire qui n'est pas spécialement scientifique ou d'expert, hein, mais on pourrait dire que, par exemple, on peut avoir ce qu'on pourrait appeler la géographie scientifique, celle qui qui vise à décrire, quand elle est géographie physique, à décrire les pays, les contrées, les régions, en donnant leurs frontières, en donnant les orientations par rapport aux points cardinaux, toutes ces choses-là, les distances, ce qui, in fine, permet d'aboutir, par exemple, à une carte, ou à un schéma, en tout cas, qui permette à peu près de visualiser l'espace, soit vu d'en haut, comme ça, soit vu de l'intérieur, par rapport, vu par l'intermédiaire, disons, d'un individu qui, par exemple, je vais parler tout à l'heure de César. César, quand il est en Gaule, quand il raconte ses campagnes, voilà, il ne va pas nous montrer, sauf au début, la Gaule vue d'en haut d'un bloc, mais il raconte avec ma légion, mes légions, je vais à tel endroit, je vais vers l'ouest, à 40 km, telle ville, tel fleuve. Ça, c'est en gros des textes, une géographie qui se caractérise par sa précision et, j'ai à le dire, son caractère utilisable. C'est une forme de géographie qu'on pourrait appeler pragmatique. Je peux l'utiliser pour m'orienter dans l'espace, pour me représenter les choses. Et puis, de l'autre côté, ce que j'appellerais les géographies imaginaires, alors qui ne sont pas, c'est par ailleurs pas un terme canonique ou forgé par un auteur antique, ça c'est sûr, mais ce que j'ai en tête, c'est une représentation de l'espace, donc de l'ailleurs, enfin notamment de l'ailleurs, qui n'est pas complètement imaginaire dans le sens où voilà, on imagine un monde fictif, etc., comme dans les proto-utopies antiques par exemple, mais c'est une représentation de l'espace dans laquelle se mêlent des données factuelles exactes. On va avoir une partie de données réelles et puis d'autres données qui sont géographiques, qui sont plus floues, moins exactes ou arrangées en tout cas de façon à former une image du lieu, des lieux dont la valeur symbolique en fait l'emporte sur la précision scientifique. C'est ça que j'ai en tête quand je parle de géographie imaginaire. Une représentation de l'espace qui se caractérise plutôt par sa dimension, sa valeur symbolique. Donc, il y a cette distinction que l'on peut faire entre une géographie qui permet d'obtenir des cartes et des projections matérielles, etc. Et puis, donc, ces géographies imaginaires que je vais explorer avec vous ce matin à travers des textes qui ne sont pas des textes géographiques en tant que tels. Dans l'Antiquité, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit des textes de géographie, des œuvres géographiques en tant que telles, et qui sont généralement liés à ce qu'on appelle l'ethnographie, c'est-à-dire la description des peuples, de leurs mœurs, etc., de leurs origines. Donc, je ne vais pas explorer ces textes-là, mais je vais m'intéresser à des textes dans lesquels s'insère un discours ou des données géographiques. Et en l'occurrence, je vais m'intéresser à deux œuvres historiques. Alors, j'ai un peu changé le titre de départ, j'ai rajouté César dans l'affaire. Donc, d'une part, deux œuvres historiques, celle de Salluste et celle de César. Et puis, ce qu'on appelle une monographie ethnographique, qui est la Germanie de Tacite. Pour ces deux textes historiques, le point commun entre ces deux textes, c'est que la description de l'ailleurs est évidemment un ailleurs vu depuis Rome, c'est une banalité. Et c'est une rencontre également avec des peuples étrangers par le biais de la guerre. Aussi bien chez Salluste, la guerre de Jugurtha, que chez César, la guerre des Gaules.
Et donc il y a un lien étroit, comme on le verra, entre cette représentation de l'espace, cette géographie comme ça imaginaire, et le thème de la conquête romaine, de l'expansion impérialiste. On va en reparler. Et puis, en complément à ces deux œuvres historiques, je parlerai de Tacite, donc, qui est pour le coup évidemment un historien, mais qui dans cette œuvre précise, La Germanie, en fait, nous donne un ouvrage qui est directement consacré à un ailleurs. C'est-à-dire que c'est un livre entier, un ouvrage entier sur l'ailleurs, la Germanie. Donc ça nous permettra aussi d'articuler un certain nombre de choses concernant la représentation de la Germanie de César. Donc, dans un premier temps, pour ne pas perdre de temps, car chaque passage de diapo nous prend 3 minutes environ. Voilà, pendant ce temps, voilà. Les géographies imaginaires, en plus, excusez-moi, ma voix est en train de partir, de César, la Gaule et la Germanie. Alors, je fait une petite diapo pédagogique. Pour César, bon, je pense que pour le coup, j'ai pas besoin, je ne vous fais pas l'injure de penser que vous ne connaissez pas César. Donc, j'ai mis ces dates évidemment ici. J'ai mis le titre, non pas de tout, j'ai pas mis toute son œuvre, pardon, mais uniquement celle dont on va parler, le Bellum Gallicum, ou autrement dit les Commentarii de Bello Gallico, traduit en titre français La guerre des Gaules. Et donc quelques infos sur les dates, etc. Et donc, comme vous le savez, la guerre des Gaules fait le récit de la conquête de la Gaule entre 58 et 52 avant Jésus-Christ. Et notamment, à un moment, donc dans les 8 livres que comporte l'œuvre, au livre 6, en gros, ça se passe en 53 avant Jésus-Christ, César se retrouve, je ne vais pas vous raconter tout, mais au niveau sur le Rhin, qui forme la frontière naturelle entre la Gaule belgique et ce qu'on appelle la Germanie. Et il décide de passer en Germanie. Et bon, ça se passe pas super bien du point de vue conquête, etc. Donc, il décide, au lieu de raconter ses exploits qui n'existent pas, en l'occurrence, à ce moment-là, il décide de nous donner un excursus ethnographique assez long sur les Gaulois et les Germains, et c'est là qu'on va retrouver la géographie imaginaire à propos de la Germanie. Donc ça, le cadre. Alors, c'est le moment de mettre une petite carte. Voilà, j'ai trouvé cette carte donc, qui est quand même assez pratique, qui est un peu vieille, mais où on voit en bas la Gaule cisalpine et la Provincia Romana, donc la Narbonnaise, qu'on appelle. Tout ça sont deux contrées, deux régions habitées par des Celtes, des Gaulois, mais qui sont déjà des provinces romaines, qui sont sous domination romaine. Et puis au-delà, il y a ce qui reste à conquérir par César, le reste de la Gaule, qui est composé de 3 parties, comme on va le voir dans le texte tout de suite. Donc ça, c'est ce qu'il va appeler Gallia, ce qui est rose, vert, marron. Et puis, on voit en fait la frontière de ce qu'il appelle Gallia, c'est justement, j'en ai parlé, le Rhin. En fait, là-haut, tout ça, vous voyez peut-être, c'est marqué Rhenus, c'est le Rhin, et au-delà du Rhin, donc voilà, tout ça pour dire que en fait, la Gaule dépasse ce qui est la France actuellement et prend un bout de l'Allemagne. Donc, ça c'est la Gaule, telle que décrite par César au moment de la conquête. On va regarder comment il décrit au tout début de son œuvre, au début du livre 1, justement la Gaule. C'est un passage évidemment hyper célèbre. Texte 1. On a réglé un petit ballet avec Camille. Donc, normalement, si les dieux du PDF sont avec nous, envoyez-leur des bonnes ondes pendant ce temps. J'ai l'habitude. Donc le texte n'arrive toujours pas. Parfait. Ça y est, ok, super. Donc, premier texte, évidemment hyper connu, que je ne vais pas vous lire en entier, mais il est reparti. Toute la Gaule est divisée en 3 parties, dont l'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et dans la nôtre Gaulois. J'avance un petit peu, mais par exemple, les Gaulois sont séparés des Aquitains par la Garonne, des Belges par la Marne et la Seine. Après, il continue à décrire le caractère de ces peuples.
Le pays habité, comme nous l'avons dit, par les Gaulois commence au Rhône, est borné par la Garonne, l'océan, les frontières des Belges. Un peu plus loin, telle autre partie, borné par la partie inférieure du Rhin. Il regarde le nord et l'Orient. Bref, on a en fait... Oui, je suis en train de les envoyer. Oui, je suis en train de tout envoyer par mail. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, premièrement, César crée la Gaule, Gallia. Pour les Romains de l'époque, Gallia, c'est la Gaule cisalpine, c'est éventuellement la Gaule transalpine, la province romaine de Narbonnaise. Mais Gallia, pour unifier ces trois régions et tous ces peuples, c'est César en gros qui l'invente. Il crée la Gaule et il la définit comme la future province romaine que ce sera. Et il donne pour ça l'impression d'un espace géographique maîtrisé conceptuellement, une terre connue, terra cognita, avec des frontières bien délimitées, les points cardinaux, l'orientation, etc. Donc, c'est l'heure de la récré. Donc, on a ici, sur ce début de texte, une vision, comme je disais, vue d'en haut. On peut faire la carte, on peut la réaliser plus ou moins, mais un espace bien délimité, prêt à être conquis, avec déjà son nom de province. Et puis, comme j'ai dit aussi, dans la suite du récit, quand il raconte ses campagnes, on a une vision non plus d'en haut, mais comme je disais, en gros des itinéraires, c'est un des genres de la géographie antique. Les itinéraires, donc, qui vous disent à quel endroit, à quelle distance se situent les villes, à quelle orientation selon les points cardinaux, etc. Donc c'est une géographie, c'est un pays qui est balisé dans l'espace qu'on peut se représenter et dans lequel on peut s'orienter. Voilà, c'est un espace aussi pour lequel César nous facilite la représentation mentale en nous donnant un certain nombre d'images, d'analogies, etc. Donc ça, c'est la façon dont il présente la géographie de la Gaule. Et puis, par contraste, ah oui, là, les textes. Donc c'est une autre carte qui vous montre la même chose, mais à l'échelle de l'Europe, et donc pour mieux visualiser. Alors du coup, voilà. Ouais. Donc, voilà, là en rose, la Germanie, en vert, la Gaule. Alors, en gros, quand on arrive la carte, je vois Florence qui réprouve la carte. Donc, quand on arrive au début du livre 6, enfin dans le livre 6, c'est le moment où on va avoir cet excursus ethnographique sur les Gaulois, les Germains. Et là, César nous parle de la Germanie et en fait, il n'y a pas de frontière. Enfin, il y a une frontière, c'est le Rhin. Ça marque la frontière avec le monde romain, ou la Gaule, en tout cas pour l'instant, pas encore romaine. Et puis, au-delà, il n'y a plus de... Comment dire? Tout est flou. C'est un espace qui est infini, il n'y a plus de distance, il n'y a plus d'orientation par rapport aux points cardinaux, il n'y a pas de frontière. C'est un espace qui est à la fois infini et indéfini. On n'a plus d'éléments concrets, précis, qui permettraient de faire une représentation de la Germanie. Et c'est très frappant, par exemple, juste dans l'exemplier, j'ai mis un petit exemple, j'ai mis texte. Voilà. Donc, il arrive, livre 6, chapitre 11, au point où l'on est arrivé, il n'est pas sans doute hors de propos de parler des mœurs de la Gaule et de la Germanie et de la différence qui existe entre ces deux nations. Début de l'excursus. Et puis après, comme je vous dis, en fait, on n'a pas grand-chose sur la Germanie elle-même. On a des choses sur les mœurs des Germains, bon, qui sont plus ou moins approximatives. Et puis à un moment, quand même, il nous parle de l'espace, enfin en tout cas, en partie la géographie de la Germanie. Le chapitre 25. Il nous parle de la forêt hercynienne, qui est une espèce d'immense forêt qui couvre une grande partie du territoire de la Germanie. Et voilà ce qu'il nous dit, c'est frappant. La largeur de cette forêt d'Hercynie, dont il vient d'être fait mention, est de 9 journées de marche accélérée, ce qui n'est pas une unité de distance homologuée, et ne peut être autrement déterminée, donc on ne peut pas la mesurer.
les mesures itinéraires n'étant point connues des Germains. Donc personne n'y est allé pour mesurer les distances et les Germains eux-mêmes ne les mesurent pas. Elle prend naissance aux frontières des Helvètes, etc. Donc là, bon, il y a un certain nombre de frontières pour cette forêt hercynienne. Et dans son immense étendue, elle borde le territoire d'une foule de nations, pas très précis. Il n'est point d'habitants de ces contrées qui, après 60 jours de marche, puissent dire avoir vu où elle finit, ni savoir où elle commence. Donc, flou total. Ça contraste évidemment avec la représentation de la Gaule. Et ici, en gros, la lecture qui est généralement faite de ce contraste-là, de ces deux géographies, de la Gaule et de la Germanie chez César, c'est qu'en fait, de la même façon que César invente la Gaule, en subsumant, disons sous ce terme-là, différents peuples, différentes régions, il fait la même chose pour les Germains, mais il décrit l'espace de la Gaule comme un espace qui peut être mesuré, décrit en termes précis, alors que, comme je disais, l'espace de la Germanie, c'est indéfini, infini. Et en gros, quelle est la question sous-jacente là-dessous? Évidemment, c'est que pour César, la question est vraiment pragmatique, c'est-à-dire est-ce que je vais conquérir simplement la Gaule ou est-ce qu'on va aller au-delà et essayer de conquérir du territoire germain? Et en fait, évidemment, il se rend compte que la conquête de la Germanie sera plus compliquée, qu'elle n'est pas tellement rentable économiquement pour Rome. Et donc, en fait, cette géographie imaginaire que César déploie, avec la Gaule comme territoire balisé, prêt à être conquis, romanisé, administré, etc. Et puis la Germanie floue, pas de frontières, etc. Ça vient légitimer en fait ses choix militaires, c'est-à-dire conquérir la Gaule et ne pas s'aventurer au-delà du Rhin. Donc, ces géographies qui sont imaginaires, parce que c'est encore une fois une représentation subjective avec des données factuelles exactes, précises, et puis des choses plus floues, etc., où cette géographie a une valeur plutôt symbolique et lui permet d'appuyer ses décisions militaires et politiques. Alors, c'est intéressant de comparer avec... Alors, est-ce qu'on peut remettre le PowerPoint? Merci. La Germanie, telle que décrite ou évoquée par Tacite, j'ai mis une aporie descriptive, point d'interrogation, et là je rends à César ou à Tacite ou à Florence ce qui est à Florence, puisque c'est une expression qui apparaît dans un de ses articles sur la question. Donc, là, cette fois-ci, Tacite, donc je vous le présente, vous le connaissez aussi quand même, ne serait-ce que de nom. J'ai mis ses dates, j'ai mis évidemment les deux œuvres pour lesquelles il est le plus connu, les histoires et les annales. Et puis, donc, la Germanie, qui en fait est une œuvre antérieure, vous voyez, qui date de 98 après Jésus-Christ, qu'il a écrite donc avant les œuvres historiques, qui est une monographie ethnographique, donc un ouvrage entièrement consacré à la Germanie, sa géographie, ses habitants. Sachant que, par ailleurs, il n'a jamais mis le pied en Germanie, ni, je pense, vu un Germain. Mais c'est une autre question. Et c'est une œuvre qui s'articule en gros en deux parties. Vous avez une première partie qui est un tableau géographique, ethnographique général. Et puis après, deuxième partie, il fait une espèce de catalogue. Il passe en revue tous les peuples, toutes les tribus de Germanie, d'ouest en est. Voilà, un catalogue des peuples, et puis qui s'arrête là aussi dans des confins inconnus avec des êtres peuplés d'êtres qui sont moitié humains, moitié animaux. Bon, donc voilà comment ça s'organise. Et ici, on est vraiment à une autre période. Évidemment, bien plus tard, la Gaule a été conquise, clairement. Et puis, il y a eu des tentatives d'aller au-delà du Rhin, de s'établir, de conquérir un peu plus la Germanie. Ça ne s'est pas très bien passé. Et en gros, il y a une date qui est importante, c'est 9 après Jésus-Christ, la bataille de Teutobourg, où, à l'époque d'Auguste, où en gros les Germains écrasent et anéantissent, je crois, 3 légions, je ne sais plus, bref, beaucoup de légionnaires, dans une embuscade. Et en gros, voilà, c'est, à partir de là, les Romains décident de finalement se replier sagement le long du Rhin et de ne pas aller au-delà. Et puis après, au fil du temps, il y a la construction de ce qu'on appelle le limes, donc cette frontière fortifiée tout le long du Rhin et puis après du Danube, pour en gros enfermer
l'Empire ou protéger l'Empire romain qui vit en paix globalement, Pax Romana, des Germains qui risqueraient à chaque fois de déferler sur l'Empire. Donc c'est une situation qui est évidemment complètement différente. Alors, là, je vais demander à Camille de remettre les textes. Là. Hop. Alors, j'avance un petit peu plus vite. Donc, voilà le début de la Germanie. La Germanie est séparée des Gaules, de l'Arétie et de la Pannonie par le Rhin et le Danube, des Sarmates et des Daces par une crainte mutuelle ou des chaînes de montagnes. Le reste est environné de l'océan, dont les rivages forment de grandes sinuosités et qui enferment des îles spacieuses, séjours nouvellement découverts de nations et de rois que la guerre nous a révélés. Le Rhin, tombant d'un sommet rapide et inaccessible des Alpes rétiques, fait un léger détour vers l'Occident, puis va se mêler à l'océan septentrional. Le Danube, un septième bras, bref. Quant à la population, ça continue sur autre chose. Donc, premier chapitre, la géographie de la Germanie. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a chez César, au début de la guerre des Gaules. Une vision d'en haut, comme ça on voit tout, les frontières, à ceci près qu'il y a à la fois des frontières qui sont des frontières naturelles, les fleuves, le Rhin, etc., les chaînes de montagnes, l'océan, c'est-à-dire, je suis en train de faire des gestes mais vous n'avez pas la carte, en fait tout le haut, la mer Baltique, la mer Blanche, etc. Voilà. Et puis aussi d'autres frontières qui sont avec des peuples, pas forcément donc pas des frontières naturelles. Ce qu'on peut noter, c'est que ces frontières avec des peuples sont créées, en quelque sorte, si on peut dire, par la peur mutuelle, la crainte mutuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas des traités entre peuples qui fixeraient des frontières, mais quelque chose qui en fait renvoie à la sauvagerie des Germains. Le seul type de frontière qu'ils arrivent à créer, à obtenir avec les peuples voisins, c'est juste la peur, le no man's land. Bon, ça dit déjà un petit peu des choses différentes de ce qu'on avait chez César. Et puis, surtout, à partir de là, il nous a donné cette vision comme ça globale, générale, avec des formules qui en latin font écho à César. Mais à partir de là, il ne va plus du tout décrire en tout cas l'intérieur de la Germanie. Une fois qu'il a fait cette délimitation, il ne nous donne pas de repères topographiques, il ne donne pas de nom de cité forcément, parce que les Germains ne vivent pas en cité. Il n'oriente pas l'espace par rapport aux points cardinaux, il ne donne pas de distance, il ne parle pas des fleuves ou des rivières qui sont à l'intérieur de l'espace qu'il a délimité. Et on n'a plus de repères géographiques. C'est très frappant dans la deuxième partie de l'œuvre, qui est cette espèce de passage en revue, de catalogue des peuples germains ou des tribus d'ouest en est. En fait, il ne nous dit pas par rapport à tel fleuve, telle distance, vers le nord, vers le sud. En fait, il prend chaque peuple un par un, et premier peuple, et après il a des formules après eux, à côté, en dessous, dans leur dos, etc. Donc il les situe juste les uns par rapport aux autres. Mais en fait, si on essaye de faire, ça aussi c'est quelque chose que j'ai vu dans l'article de Florence et que je m'étais moi-même dont j'avais moi-même fait l'expérience avec des étudiants. Si vous prenez l'œuvre de Tacite, vous essayez de faire une carte, de transcrire sur une carte ce que Tacite raconte pour situer les différents peuples, etc. En fait, il n'y a pas moyen. Pour le dire autrement, c'est un espace qu'on ne peut pas spatialiser, qu'on ne peut pas représenter spatialement. Et là aussi, on retrouve le même type de vision de la Germanie, de la géographie de la Germanie, comme un espace infini, indéfini, flou. Et c'est ce que, donc, pour citer la formule de Florence Dupont, ce qu'on peut appeler une aporie descriptive. Il n'y a pas moyen de décrire cet espace. Et là, en fin de compte, si on revient à la fonction qu'avait ou le sens qu'avait la géographie imaginaire de la Germanie chez César, c'était en lien avec la conquête, c'était faut-il ou non conquérir la Germanie. Là encore, il y a un lien avec la conquête romaine, enfin me semble-t-il, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, à quoi sert la géographie et l'espace géographique
la Germanie, pardon, l'espace géographique de la Germanie, à faire une espèce de frontière. C'est la frontière de l'Empire romain, et en gros du monde civilisé. Au-delà, il y a cette espèce d'espace infini, indéfini, flou. Et puis, au-delà, il y a l'océan, c'est-à-dire la fin du monde habité, de l'oïkumène. Donc, c'est une zone tampon qui définit de l'extérieur l'Empire romain et la civilisation. Bon, et puis, j'essaie de ne pas de tenir le temps. Je rajoute un petit quelque chose avec Salluste, pardon, et la Numidie. Parce que ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir s'il y a une différence, enfin la façon non seulement dont Salluste représente l'espace de la Numidie, et s'il y a une différence entre la conception, dans ces géographies imaginaires, entre la représentation du nord et du sud. Voilà. Donc, ici, alors pour le contexte historique, par rapport aussi à cette question de la conquête romaine, là on a quelque chose d'un peu différent. En gros, Salluste parle de régions qui ont été conquises au moment où il écrit, la Numidie, mais qui ne le sont pas encore à l'époque où se situe le récit. Donc ça, c'est un peu différent évidemment de César ou de Tacite. Et puis par ailleurs, il faut voir que Salluste a une vision très négative de la conquête, du rôle de l'expansion impérialiste romaine dans le déclin de la République et dans les guerres civiles du 1er siècle. Donc ici, on a une relation à la conquête romaine qui est assez particulière et différente de celle de César. Bon, alors, en gros, comme vous le voyez ici, la guerre de Jugurtha, puisque c'est cette œuvre qui parle de la Numidie, c'est une œuvre donc, qui fait le récit de la guerre contre Jugurtha, le roi des Numides, qui a pris place entre 112 et 106 avant Jésus-Christ. Une œuvre assez longue qui fait 114 chapitres, et pas tout à fait au début, mais assez tôt dans l'œuvre, Salluste consacre 3 chapitres, assez longs, à un excursus, encore une fois, géographique, ethnographique sur l'Afrique. Il va donner cette description globale, comme chez César et comme chez Tacite. Et puis ensuite, la Numidie sera évoquée comme cadre des événements qui sont racontés, des campagnes militaires, etc. Mais on a, comme dans les 2 cas précédents, en gros, on a d'abord le général et puis après on va aller dans le particulier. Alors, je mets juste une carte de la Numidie pour que vous voyez à quoi ça ressemble juste avant la guerre contre Jugurtha. Et juste ici, petit bout de texte avant de compléter. Camille, je veux bien le texte, merci. Donc, ça c'est le début de ce fameux excursus ethnographique. Mon sujet paraît comporter un court exposé sur la position de l'Afrique et quelques mots sur les nations que nous y avons eues pour ennemis ou pour alliés. Quant aux régions et aux peuplades qui, en raison de la chaleur, des difficultés de toutes sortes, de leur état désertique, ont été moins visitées par les voyageurs, je ne saurais rien en dire de certains, etc. Après, il parle de la division du globe en continents. Est-ce qu'il y a 3 continents ou est-ce qu'il y en a seulement 2 les limites de l'Afrique, etc. Donc, ça continue comme ça encore un peu. Donc, on a cette vision générale avec des repères géographiques, là encore, de la Numidie, etc., de l'Afrique du Nord. Et puis après, on n'a plus vraiment de description géographique concrète. Par contre, on a tout au long du récit une évocation des espaces de la Numidie dans laquelle prend place la guerre. Et en particulier, ce sont des espaces qui sont évidemment assez hostiles, des lieux arides, désertiques, ou bien des montagnes, ou des gorges escarpées. Il y a la ville de Cirta, qui est en fait Constantine actuellement, qui est vraiment dans un paysage de gorges très très difficile, une ville très difficile à prendre. Donc il y a à la fois des éléments précis, réels, quelques noms de villes, quelques noms de fleuves, etc. Et puis surtout une représentation qui est
plus subjective de l'espace de la Numidie, où en fait ce qui lui importe, c'est de montrer qu'il y a un mimétisme, en tout cas ce qui ressort, une forme de mimétisme, ou en tout cas d'analogie, entre cet espace géographique, cet ailleurs-là, et les humains qui le peuplent, selon voilà, quelque chose de très classique dans l'Antiquité, une forme de théorie des climats, comme on dirait, c'est-à-dire, voilà, de la même façon que le paysage est à la fois rude, difficile, comment dire, mouvant, il y a des dunes, des sables mouvants, etc. Bref, difficile à cerner. De la même façon, les Numides se battent pas comme la Légion en rang dans une plaine en bonne et due forme, mais par le biais d'embuscades, de pièges, ils profitent en fait de cet espace qui est insaisissable, qui est mouvant, pour combattre les Romains qui ne sont pas habitués à ce type ni d'espace ni de façon de faire la guerre. Donc, en fin de compte, l'espace de la Numidie est plutôt représenté de cette manière-là. Et pas non plus comme une contrée exotique, mystérieuse, peuplée. Alors oui, il y a si on va beaucoup plus au sud, il y a des déserts avec des créatures, des animaux féroces, etc. Ça, c'est la représentation habituelle des confins du monde. Mais la Numidie n'est pas décrite de cette manière-là. C'est une terre qui est connue, qui est balisée avec des cités, etc. Mais elle est représentée plutôt du côté géographie imaginaire. Donc, pour finir, je vais finir. Ma dernière question qui me servira de conclusion, c'est justement le lien entre ces représentations géographiques et la conquête, l'expansion impérialiste. Un lien qui est souvent fait, et par exemple avec le cas de César, le lien est souvent fait entre ces représentations un peu fantasmées de l'espace de l'ailleurs non connu et la vision impérialiste romaine, c'est-à-dire on montre ces contrées comme prêtes à être conquises. Et en particulier, et ça c'est une discussion, un débat qu'on a eu avec Mathilde, qui est ici même et que vous allez entendre juste après moi, il y a depuis quelque temps une tendance à lire tout ça ou à analyser tout ça sous un prisme décolonial ou post-colonial, c'est-à-dire à dire voilà la description que les auteurs latins en particulier font de l'Afrique en général, des différentes régions, etc. En fait, c'est une représentation de l'espace qui est structurée par une vision impérialiste qui montre l'Afrique comme prête à être conquise et comme devant être conquise. Et il y a une expression qui a été utilisée pour dire ces textes, ces représentations de l'Afrique sont des fictions coloniales ou proto-coloniales. Ça, c'est une question qui me titille un peu. Parce que, évidemment, cette image de l'ailleurs, de l'Afrique, vue par les auteurs latins, elle a été ensuite complètement utilisée, instrumentalisée par tout un tas d'auteurs européens, occidentaux à la période moderne, comme servi de base au développement d'un discours colonial sur l'Afrique. Et donc, oui, en ce sens-là, c'est une base, c'est un premier jalon d'un discours qui sera un discours colonial sur l'Afrique. Mais est-ce qu'on peut dire que intrinsèquement, les textes, en tout cas le texte de Sallust sur la Numidie, par exemple, est proto-colonial? C'est pour ça que ça m'a intéressé de comparer avec la représentation de l'ailleurs du Nord et des barbares du Nord, comme il y a les barbares du Sud et l'ailleurs du Sud, la Numidie. Parce que finalement, est-ce que la représentation de l'espace numide, tel que j'en ai parlé chez Sallust, je parle de Sallust en lui, peut être qualifiée de proto-coloniale? Première question. Et donc, en fait, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a une différence entre la représentation de l'espace numide, qui a été évidemment ultérieurement conquis, colonisé par les Européens à la période moderne, et la représentation de l'espace de la Germanie, qui évidemment, par la force des choses, n'a pas été colonisé par les Européens. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux types de représentation? Moi, à mon avis, ce n'est pas le cas. Je terminerai là-dessus.
D'abord, est-ce que Sallust nous montre un espace numide prêt à être conquis et devant être conquis? Non, en fait, pas du tout, enfin pas spécialement. Le thème de la conquête, comme j'ai dit, de l'impérialisme romain, il traverse toute l'œuvre, mais en fait, le regard est très critique. En fait, Sallust n'est pas du tout un partisan de l'expansion impérialiste. Donc bon, là, on n'est pas dans une vision triomphale ou même simplement positive de la conquête. Donc, première chose. Et puis, en fin de compte, comme j'ai essayé de le montrer, il y a quand même beaucoup de points communs dans les représentations, dans la géographie de ces trois auteurs. Et donc, en l'occurrence, la représentation des Gaulois, des Germains, et puis de la Gaule et de la Germanie, et celle des Numides ou de la Numidie. Donc, de mon point de vue, et je terminerai là-dessus, je pense que cette qualification de proto-colonial pour des textes comme celui de Sallust, sur l'Afrique, pas tous, je ne pense pas que ce soit évidemment intrinsèque, mais que ça découle de leur instrumentalisation ultérieure. C'est aussi ça que j'ai voulu vous montrer, ou en tout cas lancer des pistes de réflexion là-dessus. Et je crois que j'ai tenu à peu près le temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre patience avec les difficultés techniques. Et je remercie aussi Camille qui a pu fidèle.